Bien, merci. Bonjour à tous. On peut commencer avec une question toute simple en apparence. Qu'est-ce qu'une belle rivière ? Il y a plusieurs résultats qui expliquent ceci, notamment des résultats issus des enquêtes de perception environnementale. Ces résultats montrent que pour le plus grand nombre, une belle rivière, c'est un cours d'eau de largeur relativement modeste. Donc une eau courante, et non pas une eau morte, une eau courante qui circule, qui méandre même, à travers une végétation, mais pas n'importe quelle végétation, une végétation relativement entretenue, débroussaillée, puisque le visiteur, l'observateur, doit pouvoir avoir accès visuellement à l'eau. Alors évidemment, cette belle rivière, elle semble assez éloignée de la rivière naturelle. Et pourtant, la naturalité, ça reste un déterminant très puissant au sein de ces enquêtes d'évaluation environnementale. C'est assez sensible, par exemple, lorsqu'on utilise ce petit dispositif que vous voyez sur la demoiselle, ce qu'on appelle un eye tracker. Ça permet d'observer ce que cette demoiselle regarde lorsqu'on soumet à la vue une série de clichés, et en l'occurrence des paysages fluviaux. Alors que voient ces observateurs lorsqu'ils regardent cette rivière ? Non pas l'eau courante, non pas les gros blocs, ni même cette immense berge d'érosion. Ce qu'ils regardent, c'est le poteau télégraphique dans l'arrière-plan. Sur ce cliché, très jolie rivière de l'Italie, là encore, on pourrait s'attendre à ce que la focale se porte sur l'eau courante, sur les gros galets, mais pas du tout. Les observateurs se concentrent sur le clocher à l'arrière-plan, sur le hameau à droite et le gros tracteur rouge à gauche. Donc ces éléments, ces artefacts d'une part, et les éléments de naturalité, c'est le premier facteur de discrimination sur les paysages fluviaux lorsqu'ils sont évalués. Alors qu'est-ce que la naturalité et quelles fonctions peut-on lui associer ? On peut partir de ce carré emprunté à la sémiotique, ce qu'on appelle le carré de la véridiction. Ça permet de jouer sur les mots, en particulier autour de contrastes, ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui paraît et ce qui ne paraît pas. Ces contrastes permettent de dégager trois modalités, le vrai, l'illusoire, le faux et le secret. Et le petit jeu, ça peut être essayer de trouver un exemple. Par exemple, c'est quoi la vraie nature ? Pas facile. Alors, une photo en haut, on se dit qu'on s'en rapproche peut-être. Des espèces relativement autochtones, peut-être des aulnes, des saules. Il y a un bras mort pas très loin, sauf que, pas de bol, on est en pleine ville, en pleine agglomération lyonnaise, c'est la Laune du Brétillot. À droite, une nature illusoire. On peut peut-être chercher un exemple aux États-Unis avec les travaux d'un ingénieur connu, l'ingénieur Rosgun, qui, dans le cadre de ses travaux de restauration, avait la manie de dessiner des trains de méandres, des trains de 10, 15, 20 méandres, les uns après les autres, tous identiques, la même courbure, mais sans prendre en considération les conditions environnementales, si bien que quelques mois après les travaux de restauration, vous le voyez juste au-dessous, le train de méandres, à la première crue morphogène, a complètement disparu. Alors dessous, la fausse nature, alors fausse pour le scientifique, mais peut-être vrai pour le plus grand nombre. On est ici toujours aux États-Unis, ce sont les travaux de Helen Wall, qui montrent que ce paysage, pour la plupart, c'est un paysage de rivière naturelle, mais c'est un paysage qui procède de l'activité pastorale. Et dès que l'activité pastorale s'évanouit, juste à droite, on voit que la végétation se réinstalle. On a à nouveau une fermeture du paysage, un réembroussaillement. Et puis à gauche, la nature secrète, celle qui n'est pas et celle qui ne paraît pas. Alors secrète, non pas en soi, mais secrète pour un sujet S à un instant T. On peut peut-être en chercher un exemple dans cette cressonnière, cette ancienne cressonnière de Vèze, donc là encore dans l'agglomération lyonnaise, secrète parce que cette cressonnière, elle est plus active, elle a été complètement oubliée pendant des décennies. On l'a retrouvée dans les années 2000 suite à un projet d'aménagement et on a retrouvé ici des populations intéressantes de tritons alpestres, tritons palmés, de crapauds. C'est peut-être la toute dernière zone humide de l'agglomération lyonnaise. Alors, la naturalité, ce n'est pas la nature. Pourquoi ? Parce que la naturalité, comme tous les mots français qui se terminent par ité, c'est une propriété. Comment caractériser cette propriété ? Eh bien, on peut utiliser par exemple les travaux de Swart et de ses collègues dans les années 2000 qui ont défini un gradient anthropique. Et au sein de ce gradient anthropique, ces auteurs ont repéré quelques moments clés.
Par exemple, ce qu'ils appellent l'approche du sauvage, entre guillemets, de la wilderness, qui est caractérisée par une nature autorégulée, quelques processus physico-chimiques, processus biologiques. Alors on peut penser à la sédimentation, à l'érosion, à la prédation. Et cette approche du sauvage, elle porte une forme d'éthique, une valeur éthique éco-centrée, centrée sur l'environnement. Deuxième moment clé, c'est l'approche arcadienne, qui, elle, fait beaucoup plus de place aux interactions intimes entre l'homme et la nature et qui peuvent produire ce qu'on appelle des paysages culturels. Là aussi, toute une série de valeurs éthiques associées et plus généralement une valeur dite faiblement anthropocentrée, faiblement centrée sur la société. Et autre moment clé, à l'autre pôle du gradient anthropique, l'approche dite fonctionnelle, c'est celle des paysages aménagés, celle de la nature exploitée, avec une valeur fortement centrée sur la société, mais des paysages qui peuvent quand même conserver une valeur esthétique. Ce gradient anthropique, il pose déjà la question des services rendus, des services écosystémiques. Alors ici, on a une liste que j'ai tirée d'un travail de 2011 de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. L'ONEMA a fait une liste très classique de services de prélèvement. Alors, prélèvement de quoi? Prélèvement de la nourriture, prélèvement des fibres, concrètement du bois, prélèvement des ressources génétiques, prélèvement de l'eau aussi dans ces milieux aquatiques. L'ONEMA repère également des services de régulation, régulation du climat, de l'eau, de l'érosion, éventuellement des maladies, des parasites. Et puis, troisième type de service, ce qu'on appelle les services culturels, socio-culturels, centrés sur des valeurs liées à la spiritualité, les valeurs religieuses, des valeurs récréatives, des valeurs esthétiques. Donc là, on peut retrouver les trois pros de Paul Arnoult. Pro comme produire du bois, produire de l'eau. Pro comme protéger l'environnement, mais se protéger également de cet environnement. Et le troisième type de pro, c'est pro comme se promener, ça rappelle la valeur récréative. Voilà un exemple concret de service rendu par la végétation au bord des écosystèmes aquatiques d'eau courante. Que se passe-t-il? Comment évolue la température lorsqu'on supprime cette végétation? C'est ce qu'on voit sur le graphique tout à droite. Si la température était la même avant et après la coupe de la végétation, on serait sur la ligne entièreté rouge. Or, pas du tout. Pas du tout. La température s'élève une fois les arbres coupés. Par exemple, un site où la température avant la coupe, la température s'élevait à 16 degrés. Après la coupe, on gagne 3 degrés, on passe à 19. Donc voilà un service rendu par la végétation au bord de la rivière. Naturalité et perturbation. Quelle relation entre les deux? Est-ce qu'on peut chanter la crise? Eh bien peut-être. Voici quelques exemples de perturbations en forêt alluviale. On peut dégager deux grands facteurs de perturbation. Les apports d'eau associés au débordement, à l'inondation d'une part, et d'autre part, les apports de sédiments, les dépôts d'alluvions. Alors très concrètement, sur les clichés à gauche, on repère sur la photographie A une nappe de galets déposée dans la ripisylve, dans la forêt alluviale. En haut à droite, on repère un axe d'écoulement, un axe préférentiel de perturbation. Juste dessous, le bois flotté, le bois mort, qui sert également d'agent perturbant. Et puis, deux clichés semblables, cliché D et cliché E, qui représentent des placettes rasées, qui représentent une érosion dans la rivière. Simplement, le cliché D, on est juste à côté du chenal, mais il faut savoir que la perturbation peut avoir lieu très loin du chenal, puisque l'érosion qu'on voit sur la photo E a lieu à 50 mètres du chenal. Ces perturbations naturelles ont des bénéfices. Elles permettent en particulier de diversifier la géomorphologie fluviale. Suite à ces crues morphogènes, suite à ces perturbations, on retrouve des chenaux qui sont multiples, qui sont mobiles. On a toute une diversité de bancs et d'îles et parfois la constitution d'une tresse. Associé à cette géomorphologie diversifiée, on a une complexification des habitats. On trouve une mosaïque d'habitats très imbriqués, associés au chenal, aux bras secondaires, à la zone hyporéique, aux sources, aux bras morts également. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que ces habitats ils sont instables, puisqu'ils sont régulièrement rajeunis par
la crue, par l'érosion, par le dépôt sédimentaire. Et que ce rajeunissement favorise la biodiversité des plantes, des invertébrés, des poissons. Un petit mot sur perturbations entre guillemets associées aux pratiques ou aux activités anthropiques. Ici, on a l'exemple de larves. C'est le travail de Simon Dufour. Il a travaillé sur 88 hectares. Parmi ces 88 hectares, une majorité de terrains privés, 80 hectares. Et ces terrains privés, ils sont possédés par 130 propriétaires riverains, 130 propriétaires privés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce morcellement parcellaire, il est associé avec une grande diversité de pratiques. Ces divers propriétaires privés ne s'entendent pas sur la façon dont ils vont élaguer, émonder, étêter leurs arbres, si bien que cette diversité de pratiques, de traitement, de coupe, de taille, débouche sur une diversité paysagère. En voici un exemple sur la photographie de gauche. Autre élément de perturbation lié aux activités des hommes, l'activité pastorale était très fréquente sur les parcelles inondables. Aujourd'hui, l'activité pastorale tend à décliner, si bien que des paysages, des milieux qui sont valorisés d'un point de vue écologique tendent à disparaître. Et aujourd'hui, certaines réserves liées à des îles fluviales, comme en haut à droite, la réserve naturelle de l'île de la Platière, ou des réserves associées à des tourbières. C'est le cas dans le Haut-Rhône avec le marais de Lavour. Ces gestionnaires recourent parfois à ces bestioles un petit peu exotiques, la Highland Cattle en bas à droite, la petite pinoire bretonne en haut à gauche, pour garantir un paysage ouvert et empêcher l'embroussaillement, la fermeture du paysage et maintenir en l'état, par exemple, des pelouses humides. Naturalité et représentation sociale. On va se poser la question suivante. Est-ce que la nature ou la naturalité des uns est la nature ou la naturalité des autres? C'est pas sûr. On va partir sur une étude de cas en Italie, dans la province de la Spezia, au niveau d'un parc fluvial sur le fleuve Magra, où se trouve donc un espace protégé sur une tresse. Vous savez que ces rivières tressées, elles ont tendance à se raréfier en Europe, du fait de l'activité anthropique, du fait des gravières notamment. Et en fait, aujourd'hui, ce paysage tressé, il est valorisé par les scientifiques, on essaye de le maintenir, de le protéger. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ces travaux de restauration vont être soutenus par la population locale? Alors, pour répondre à cette question, on a fait une enquête sur la base d'un photo-questionnaire. On a utilisé les 10 clichés que vous voyez à gauche. Ces clichés n'ont pas été choisis au hasard. On y a fait varier la proportion d'eau, la proportion de végétation et aussi la proportion de sédiments. Donc, il y a plus ou moins de dépôts sédimentaires et on a fait varier aussi la taille de ces grains, la granulométrie, tantôt fine, tantôt grossière. Ces 10 photographies ont été soumises à la vue de quelques groupes de répondants. On est allé solliciter des gestionnaires, des scientifiques, des usagers, habitants riverains, et puis 2 groupes de collégiens, les uns très familiers de la rivière, riverains, et les autres qui habitent très loin du fleuve Magra et qui le fréquentent beaucoup moins. Et on leur a posé des questions sur ces paysages. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça vous semble naturel? Est-ce que ce paysage peut répondre à vos besoins? Et puis, est-ce que vous avez envie d'intervenir sur ce paysage pour changer l'existant? Alors, les réponses sont très claires sur ce graphique. Vous voyez les photos numérotées avec des lettres, des labels de A à J. Et ce qu'on repère sur l'axe des abscisses, c'est le pourcentage de sédiments. Sur l'axe des ordonnées, c'est le score moyen en termes de motivation à intervenir. Et très clairement, plus il y a du caillou, plus on a envie d'intervenir. Et plus ce caillou est grossier, moins il est positivement perçu. Est-ce que cette dépréciation de la rivière en tresse fait consensus ou est-ce qu'on peut repérer des différences d'un groupe à l'autre? Il y a des différences, heureusement. Le gros groupe
qu'on repère tout à droite réunit les usagers de la rivière, les scientifiques et les collégiens familiers de la rivière. Ces trois groupes, en fait, sont plus familiers de la rivière en tresse et apprécient mieux ce type de paysage. À l'inverse, les collégiens qui habitent loin de la rivière, qui pratiquent moins ce fleuve et en sont moins familiers, eux ont davantage tendance à déprécier ce type d'espace. On peut noter également la particularité des gestionnaires qui, eux, semblent assez influencés par la présence de végétation. Ça, c'est notamment lié au contexte professionnel. Autre étude de cas, cette fois on revient en France, au niveau de la Drôme, la rivière Drôme, un affluent de rive gauche du Rhône. Là encore, une réserve naturelle, celle des Ramières, là encore au niveau d'un site, d'un tronçon tressé. Cette étude, elle porte cette fois sur la presse locale. On est allé chercher tous les articles portant sur la rivière Drôme et on a fait une étude lexicométrique pour voir combien de fois étaient mentionnées certaines espèces, le castor, le héron, l'apron, l'aigrette, le milan, etc. Et on voit un peu la diachronie de ces mentions des différentes espèces, de gauche à droite, le premier mot du corpus à gauche, le dernier mot du corpus à droite. Et ça évolue, et c'est intéressant. Par exemple, dans les années 1990, la star, c'est le héron. Alors pourquoi le héron ? Parce qu'en fait, il y avait une implication assez forte d'une association de protection environnementale, la FRAPNA en l'occurrence, qui avait choisi cet emblème pour la réserve. Et puis, dans les années, à partir des années, deuxième moitié des années 90, le relais est pris par le politique. C'est notamment l'intercommunalité qui s'investit davantage dans la gestion de la réserve des Ramières. Et là, il y a une nouvelle figure de la naturalité qui s'affirme. Vous le voyez en haut, la nouvelle star, c'est le castor. Et puis, le temps passe. Dans les années 2000, une nouvelle espèce apparaît dans le corpus de presse, c'est l'apron. Alors ça, c'est intéressant. L'apron, c'est un poisson qui sert de marqueur de la qualité de la rivière. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de l'apron ? Parce qu'il y a un programme scientifique, un programme LIFE, dont les résultats se diffusent. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces travaux scientifiques percolent petit à petit dans la sphère publique via la presse qui sert d'arène, qui sert de lieu de débat. La question de la restauration est celle du problème du référentiel. On peut l'aborder ici à travers les travaux de remise en eau de deux launes, c'est-à-dire de deux bras morts, au niveau de la rivière d'Ain. En l'occurrence, ces travaux de restauration, ils marchent plutôt bien parce qu'il y a une forme de consensus, il y a une forme d'accord entre différents référentiels, tantôt fonctionnels, tantôt historiques. En gros, le politique, le scientifique, le riverain, tout le monde s'entend pour remettre en eau ces bras morts du fait des bénéfices écologiques, du fait qu'on va retrouver un paysage un petit peu apprécié et qui a eu tendance à disparaître, et aussi du fait que ces bras morts peuvent servir pour la gestion des crues, peuvent servir de zone d'expansion des crues. Mais parfois, ça peut ne pas marcher aussi bien. Ce type de programme de restauration peuvent avoir du mal à trouver le soutien du public. Il peut y avoir des divergences, en particulier lorsque les habitants demandent davantage d'entretien. On a vu au tout début que la nature la plus appréciée, c'est une nature à taille humaine, une nature entretenue, une nature où la végétation est entretenue, où il y a de la tonte, du débroussaillage et aussi suppression du bois mort. Parce que quand il y a bois mort dans le paysage fluvial, le paysage, bien souvent, il est considéré comme étant sale ou à l'abandon. Et du coup, il peut y avoir problème lorsque le programme de restauration envisage de réintroduire du bois en rivière pour favoriser les macro-invertébrés benthiques ou pour favoriser les potentialités piscicoles. Il peut y avoir problème lorsqu'on va chercher à recharger la rivière en sédiments. Oui, on va terminer en disant qu'il ne faut pas seulement tenir compte de la demande sociale, considérer également les facteurs morphologiques. Voici un exemple flagrant. En 2001, dans le cadre d'un programme de restauration, on a installé un petit banc de galets. Vous voyez à droite que les pêches électriques montrent que ça a plutôt bien marché. Du fait de ce banc de galets, les juvéniles ont pu se développer. En revanche, dès l'année suivante,
le plancher alluvial s'est élevé, il y a eu aggradation, le banc de galets est parti, et avec le banc de galets, les juvéniles, les bébés poissons, eux aussi sont partis. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ces programmes de restauration? On peut retenir que ces notions de résilience, ces notions d'état de référence, elles sont relatives. On peut essayer de chercher un équilibre entre la composante environnementale et ce qu'on appelle la demande ou l'attente sociale, en répondant à ces deux questions. D'une part, quels traits paysagers peuvent améliorer la condition de l'environnement? Pour répondre à ces questions, on va aller essayer de retracer la trajectoire historique, on va aller essayer de faire des comparaisons avec des sites fonctionnels, et puis d'autre part, quel service est-ce qu'on peut rendre avec la naturalité, en promouvant la naturalité, ou quel service on risque de perdre en promouvant cette naturalité. Merci pour votre attention.